s'articule sur 4 points essentiels. Les points contextuels du droit à la ville, problématique marocaine, les fractures socio-territoriales de la ville marocaine, l'expérience de l'institutionnalisation du droit à la ville, et finalement les changements et les résistances. Bien évidemment, mise au point contextuel, le droit à la ville est un concept évolutif. Il ne s'agit plus aujourd'hui seulement, uniquement d'un rééquilibrage quantitatif entre la demande sociale et les équipements de base, en termes d'emploi, d'accessibilité et de résidence. Mais il tient désormais à plusieurs leviers. Renforcement du cadre légal de respect des droits de l'homme, orientation vers les activités à haute intensité de main-d'œuvre, promotion de réformes foncières et immobilières, soutien de l'entrepreneuriat du secteur informel vers l'élargissement du marché, une prise de conscience la reconnaissance internationale sur la finalité de la réduction de la fracture sociale dans la ville, une compréhension des mécanismes d'exclusion et de leurs conséquences pour pouvoir intervenir et aller vers le droit à la vie. Développement des compétences, bien évidemment, participer, négocier et mettre en œuvre les politiques et les programmes d'action sur la réduction de la fracture sociale. Finalement, le problème de droit de l'homme, de droit à la vie, c'est le problème de la fracture sociale. Et donc, bien évidemment, conformément aux objectifs de la journée, on ne va pas apporter des jugements de valeur, mais plus c'est-à-dire lancer un débat. Bien évidemment, la problématique est simple, et partant de ce contexte que je décris, l'équation, la problématique de droit à la ville se ramène à la dialectique. Pauvreté égale vulnérabilité égale fracture sociale égale demande exponentielle sur le droit, revendication exponentielle du droit à la vie. Alors, pour être dans un contexte du droit à la ville marocain, il faut d'abord reconnaître qu'il existe une fracture sociale. Ça, c'est évident. Peut-être plusieurs fractures. La ville marocaine contemporaine est constituée d'une juxtaposition d'entités urbaines qui sont la conséquence de sa stratification historique. Sa croissance s'est réalisée dans le temps d'une manière planifiée ou spontanée, peu importe, mais par morceaux. Ce qui fait que l'unité de la ville pose problème. Ensuite, il faut faire un choix. Cette ville marocaine que nous voulons, est-ce que nous voulons une ville normative? Dans ce cas, à amorcer le dispositif d'exclusion instauré par la police administrative en matière d'urbanisme, ou bien une ville de fait qui est le résultat de cette fracture sociale, qui est le résultat de plusieurs éléments, mais à assainir, à adapter, non seulement selon les concepteurs en urbanisme, ils ont montré leurs limites, mais selon les compétences des habitants, et ça c'est très important, le droit à la ville, parce que la population, l'individu, il a lui sa propre conception des choses malgré, mais bien sûr dans un contexte de participation, d'accompagnement, de procédure de bonne gouvernance. Et pour ce faire, il faut prendre une décision aussi. Qu'est-ce que nous voulons? Continuer à réduire la ville marocaine d'exclusion comme on le fait aujourd'hui, exclusion non pas seulement entre riches et pauvres, entre riches et nouveaux riches. Et là, le problème devient plus crucial. Et donc, via le rythme d'investissement, le surpouvoir des holdings de construction, la complaisance institutionnelle, la spéculation foncière, l'économie de la rente et la déperdition naturelle et environnementale en faisant l'urbanisme par l'habitat et non pas par le projet social, concerté, etc., etc., etc. Ou bien s'orienter vers la ville inclusive, à l'échelle humaine, c'est-à-dire une ville plus citoyenne, de citoyenneté ou de subordination, plus raisonnée sur une logique patrimoniale et non pas à partir d'un ratio de propriété en mètre carré ou bien des unes d'opportunités, etc., etc., etc. Ou bien être dans les deux, entre les deux, c'est-à-dire essayer d'inventer un concept et un modèle propre à la ville marocaine, et non pas attendre un demi-siècle de pratique d'urbanisme que la politique de la ville nous a rappelé tout à l'heure qu'on ne dispose pas d'un concept pour la ville, et que la ville pour nous, c'est la commune urbaine. Pourtant, des études ont été faites. Ils avaient accès sur la réappropriation culturelle pour avoir un modèle. Est-ce que nous sommes aussi pour ne pas pouvoir inventer, ce concept? Ou bien c'est une question de vouloir, de disposer, ou bien de pouvoir. Donc il y a toutes les...
il est facile de démontrer la fracture sociale. Je vais m'articuler sur une enquête qui a été récemment publiée, celle du commissariat au plan, auprès de 5000 jeunes, pour avoir des données récentes. Bien évidemment, on peut formuler plusieurs remarques concernant les jeunes qui vont jusqu'à 44 ans. On peut formuler des reproches concernant les concepts de chômage, surtout chez la femme. On peut formuler aussi l'interprétation officielle de ces données. Tout ce qui est pour nous, c'est le résultat de cette enquête pour montrer un peu cette fracture sociale. La fracture sociale dans la ville marocaine est interstitielle. Un faible niveau de taux d'activité, un faible niveau d'enseignement, une double pression, charge familiale et sociale. Malheureusement, les données sont là, mais le temps qui m'est imparti ne me permet pas de très bien intégrer ces éléments sur le taux d'activité, le taux de chômage, les sans-ressources, les jeunes vivant dans les foyers paternels, les jeunes inactifs. Et une partie importante aujourd'hui des jeunes inactifs, c'est des étudiants. Et on est déjà dans une autre dimension. Et cette fracture sociale est doublée bien évidemment d'une fracture territoriale, relevant de l'aménagement de le problème de droit à la ville, c'est aussi un problème d'aménagement de territoire. On a marqué le monde rural, et les problèmes du monde rural se sont répercutés sur la ville. Donc on est face à deux mondes totalement parallèles. La priorité dans la ville, c'est l'emploi, c'est l'habitat économique. La priorité dans la campagne, dans le monde rural, c'est le désenclavement. C'est encore le désenclavement. Donc on est à des distances totalement différentes. Le moral des Marocains est en baisse. En tout cas, il est instable. Il faut poser la question, c'est limite, comment il a défini le moral des Marocains. Alors, une fracture sociale résulte aussi d'une crise d'identité. On a une crise d'identité. Si on jette un coup d'œil sur les résultats de cette enquête, la perception des réalités sociales marocaines par les jeunes, eh bien, on va trouver que concernant les inégalités des chances, l'égalité des chances, c'est la femme qui a le plus de problèmes, qui est vulnérable, qui va déclarer proportionnellement 64%, à un niveau de 64%, qu'il y a des égalités des chances. Donc, il y a un problème là, à ce niveau. On peut avoir aussi la référence individuelle, c'est-à-dire qu'il est l'idole pour les jeunes. Et bien, pour 63% de ces 5000 jeunes, ils n'ont aucun idole. Un tiers se réfère à des personnalités religieuses, et là c'est le rôle des médias, à des personnalités de l'art ou bien à des personnalités sportives. La question qui se pose à l'identification par rapport aux classes sociales, eh bien on va trouver que 46% se déclarent comme classe modeste. Mais ce qui est intéressant, ce qui montre aussi cette crise d'identité, c'est que ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire 72%, c'est-à-dire 52% déclarent s'identifier à la classe moyenne. Mais 35% de ces personnes qui n'ont aucun niveau s'identifier à la classe moyenne. Ou bien qui ont un niveau moyen, 57% s'identifier à la classe moyenne. De quelle classe moyenne on parle? Donc il y a un problème d'identité qui est là. L'évolution du niveau de vie des dernières années, eh bien, il y a une amélioration, mais là on voit aussi qu'il y a une fracture intergénération. Cette tâche, ce groupe 18-44 ans, il est fracturé au niveau des tranches d'âge. C'est-à-dire les tranches 18-24 sont totalement différentes des tranches 35-44 ans au niveau de la perception des réalités. Mais il faut prendre en considération aussi 21%, il y a détérioration, stabilité, etc. de temps de la vie. Alors les gens sont divisés à propos de leurs valeurs et prérequis peuvent les faire accéder au droit de la vie. Bien évidemment, une majorité importante croit à l'ambition, à l'éducation, peut amener, etc. Mais quand même, 54% disent qu'il faut appartenir à des familles aisées, ou bien appartenir à des politiques, appartenance politique, ethnique, religieuse, etc., etc. Donc cet accès, il est conditionné. Bon. Bien évidemment, la part la plus importante, on la voit, mais quand même s'il s'agit de 20%, ça pose problème. Donc, si on veut une paix sociale, il faut s'intéresser aussi aux minorités. Donc la fracture sociale, elle est multiforme, elle est structurelle, liée à une crise d'identité, à une perception différentielle, intercouche, intraclasse, intergenre, interprofession, éducation et entre générations. La fracture sociale, elle est aussi liée à l'action, c'est-à-dire à la participation dans la vie publique. On a 1% qui s'adhère à des partis politiques. 4% participent aux réunions de partis syndicats.
1% membres actifs dans un syndicat, 4% participation dans les manifestations sociales et 9% bénévolat. Qui participent aux élections, on a 36% participent d'une manière régulière, mais 14% d'une manière non régulière. La fracture sociale est liée aussi à la crédibilité institutionnelle. Lorsqu'on a posé la question à ces jeunes, ils ont posé la question à ces jeunes, confiance accordée ou non accordée, et bien 26% n'accordent pas de confiance à la justice. 32% n'accordent pas confiance au gouvernement. Et bien, je ne sais pas, 22% peut-être à la société n'accordent pas sa confiance à la société civile. 42% n'accordent pas de confiance à la collectivité, au Parlement. Et une proportion importante n'accorde pas sa confiance aux collectivités locales, aux partis politiques. Donc, il y a vraiment un problème, cette fracture se situe à plusieurs niveaux. Le droit à la vie signifie pour les jeunes, réforme prioritaire d'urgence, emploi, égalité de chance, réforme de l'enseignement, habitat décent, accès à la santé, respect de droits de l'homme, élargissement c'est-à-dire de la liberté d'expression. Les préoccupations majeures à moyen terme, c'est la cherté de la vie, le chômage et la baisse des ressources. Bien évidemment, beaucoup d'actions ont été faites et on essaye de les faire, d'améliorer l'accès à la vie, essayer de la maîtrise de la croissance urbaine, financement de l'habitat social, amélioration de la destin, et je peux en citer beaucoup. Le temps qui m'est appartenu ne me le permet pas. Bien évidemment, il y a des indices de performance au niveau de vie, au niveau de l'évolution des actifs, etc. On a essayé un transfert de ressources budgétaires appliquées au niveau communal, ciblées et non ciblées. On a vu aussi qu'il y a quand même il y a une avancée. Parfois, on fait le participatif, mais là, le cas de la réhabilitation de Jnanasport, un quartier de bidonville dans le centre-ville de Larache, donc ça a été réussi parce qu'il y a l'intervention, la participation de la partie étrangère. De la partie étrangère, là c'est la région d'Andalousie, l'université de Séville, avec ses groupes de recherche, avec ses associations de compromis social, avec des ingénieurs argentins, mexicains, etc. Ils ont pu faire de la participation et proposer avec la population, construire avec la population. Est-ce qu'il faut attendre l'impulsion étrangère pour être dans le participatif? Bien évidemment, ça n'exclut pas qu'il y a des gens qui travaillent. Je prends par exemple Tisnit, c'est l'exemple de l'autoctonie patrimoniale. Donc on a des... Mais d'autres n'ont pas réussi. La maîtrise sociale, l'application de la maîtrise sociale à Agadira Daïdaï, ça n'a pas marché. Et donc, il y a des cas de réussite et il y a des cas de... Alors, il n'existe autant de réussite que d'échecs. Cependant, et c'est là où le bas blesse, c'est que la question de l'inadaptation sociale des projets reste très conséquente. Décalage des politiques et projets urbains avec les évolutions socio-économiques mondialement attestées. Il y a ce décalage qui fait que cette fracture s'instaure aussi à ce niveau-là entre les projets qui vont à un rythme et la société qui va à un rythme exponentiel. Et puis les justifications sociales qui se tendent à la dynamique adaptative ont été négligées. Les convergences marquent le comportement des acteurs sont restés ainsi invisibles. D'où relativement l'échec matériel de ces politiques et projets et glissement enregistrés vers l'exclusion encore davantage vers là. Et qu'on le veuille ou non, notre croissance, notre PIB, elle est très liée à l'agriculture. L'agriculture, elle est très liée aux aléas climatiques. Donc, je vous laisse un peu imaginer. Bon, bien évidemment, au niveau du taux d'appropriation, ça s'améliore, mais dans quelles conditions on s'approprie la résidence. Le taux, la proportion du marché de location baisse, mais il pose problème social pour les nouveaux arrivés. Donc là, il y a pas mal. Et puis, le taux de croissance annuelle moyenne de la consommation par habitant, et là, il est passé de 1,1 à 5,1%. Bien, comment alors passer à l'institutionnalisation de droit à la ville? En tournant vers la réduction de la fracture urbaine. En partant du principe que le droit à la vie est un usufruit entre les villes, c'est-à-dire selon la viabilité et la justice sociale. C'est l'ouverture à l'espace de dialogue et l'exercice de la citoyenneté et non pas le discours sur la citoyenneté. Et là, on y a une différence. Alors, plus qu'une mode, c'est le résultat d'un partage de pouvoir entre centre et périphérie. Selon la loi, bien évidemment, un processus de conscientisation, prise de parole, droit à l'espace de relation au territoire fondé non pas seulement sur
le critère économique. Il y a beaucoup d'expériences. Je n'ai pas le temps de... Il y a l'expérience brésilienne, il y a l'expérience australienne, l'Inde, il y a le Sénégal, etc. etc. L'essentiel, c'est qu'il faut faire avancer la pratique du droit à la vie en même temps, c'est-à-dire social, économique, politique, culturel. Lorsque des éléments ne suivent pas, on est dans la fracture. Et souvent, c'est le politique ou bien c'est l'économique qui ne suit pas. Donc, il faut mener. Bien évidemment, changement et résistance. Avoir droit à la ville, c'est atteindre les trois objectifs. Décentralisation réelle vers les municipalités. Présence de mouvements urbains compétents, dynamiques et mobilisables. Capitalisation d'expériences contribuant au renouvellement de la démocratie urbaine. Ceci suppose que l'on pense notre perception de la ville qu'on a aujourd'hui, que nos stratégies de revendiquer la ville du droit dans l'efficacité et dans la pertinence, alléger le poids de l'influence des accords internationaux sur le pouvoir municipal, abréger la dépendance politique nationale à outrance, tout en évitant le déploiement, bien évidemment, du processus de la décision publique. Essayer de faire de la ville du droit, c'est-à-dire essayer de faire la ville de droit et non pas courir après la ville du non-droit. Pouvons-nous le faire dans un contexte où la ville est instrumentée dans de luttes de pouvoir économique, d'enregistrement, d'enrichissement mondialisé et de pression sécuritaire? Pouvons-nous le faire lorsque le projet de régionalisation est inachevé, encore en chantier? Et nous savons tous comment la région est fondamentale pour tout développement territorial et social. Dans un contexte de projets méga, des plans verts, azur, etc., mais assez personnalisés, où le dispositif sociétal est amorti et le dispositif politique est reconfiguré. Dans un contexte où l'ombre du printemps arabe pèse sur certains, mais fait peur d'autres. Où l'environnement politique et socio-économique n'est pas assez ouvert sur l'université. L'universitaire, il a beau s'ouvrir sur son environnement, la question est inversée. Ou si le citoyen qui court après la ville sans pouvoir l'attraper, c'est comme à Casablanca, en termes d'inégalité, de réglementation, de citadinité et même d'urbanité. On a des villes, mais des morceaux de villes pastiches. Alors, en guise de conclusion, je m'excuse si j'ai pris plus de temps. Oui, au droit à la ville, à la citoyenneté, mais pour la ville marocaine, toute la question, dans l'état actuel de l'évolution, c'est de savoir à quelle échelle situer le débat sur le droit de la ville. Les mots de la ville marocaine, je ne vais pas en revenir, on nous les a racontés tout à l'heure. Mais quel niveau et quelle priorité? Redressement ou réconciliation territoriale pour une égalité capable de déjouer l'exclusion? Justice sociale régulée ou bien négociée? Il faut choisir. À la croissance économique, parce que c'est avéré que la croissance des investissements n'induit pas automatiquement une ascension sociale. Peut-être au contraire. Rôle de l'État inachevé en matière des infrastructures de base et de dignité, la solidarité intergénérationnelle pour éviter le drame terrible d'une jeunesse en rupture. C'est le risque maximum qu'on peut courir. L'éducation et la formation tout au long de la vie. Je vous remercie.